Déjà, juste très rapidement pour commencer, parce que c'est bien de mettre un cadre un peu dans lequel on peut s'entendre tous ou pas. Bon, au moins, il est posé. C'est de se dire, OK, en fait, ce qui se passe, c'est outre les buzzwords et tous les mots, etc. Si on essaie de le résumer de la manière la plus simple possible, c'est qu'en fait, l'IA est meilleure que la plupart d'entre nous à coder à partir du blunt spec. C'est un peu un oui mais voilà. Dans cet atelier, on a pris 5 axes. Donc, c'est un axe un peu classico-classique, hein. Je pense qu'on aurait demandé à Claude, il aurait sorti les mêmes 5 axes. Mais que c'est 5 axes que je vois aussi sur ça avec quelques clients. Donc la création de valeur autour de ça, un peu c'est quoi? Bah, ça, c'est souvent la première question, hein, du DSI, du responsable, de quelle valeur, quelle origine va avoir, quelle gouvernance mettre en place par rapport à ça. On en a parlé beaucoup là déjà. Comment on choisit les outils? Comment est-ce qu'on fait dans un objectif de souveraineté et en filigrane, et là on en parle beaucoup, donc on a fait une partie pour ça, quel impact d'un point de vue RH. Si on prend une photo de la fin de cette heure et quart de ça, donc il y en avait des post-it à mettre avec plein de gens qui ont parlé de choses. Euh, donc, on avait nos 5 parties et déjà, une des règles était de dire par rapport aux gens qui étaient autour de la table, OK, en fait, on va prendre un post-it rose si on a une question, si on cherche de l'information sur une partie, et un post-it bleu si on a plus quelque chose à partager aux autres. Euh, déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, rien qu'en posant ça, on voit visuellement où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça. On a beaucoup plus de questions que réponses, ce qui est assez important. Et en plus, il y en a beaucoup. Pour tout vous dire, là, on va en mentionner que 3, mais de toute façon, dans l'atelier, on n'a pas eu le temps de tout faire. On n'a pas eu, je vais revenir à la fin, mais je vous le dis déjà là, on s'est dit, en fait, il faudrait qu'on continue cet atelier à la fin avec ceux qui étaient là en se disant, OK, en fait, faut qu'on continue. On n'a pas eu le temps de tout aborder, d'aborder tous les aspects qu'on aurait voulu. Donc là, je vais essayer de vous amener de manière un peu condensée aussi pour voir vos avis, avoir peut-être d'autres informations un peu, à la fois ce qui s'est dit, essayer de le résumer à ma manière et peut-être apporter quelques petites autres informations en plus, un peu de mon côté, sans faire le consultant, mais quand même, bon, vous allez avoir une nouvelle slide. Déjà sur la partie valeur, on va commencer par peut-être la question qui est souvent la première qui est posée, c'est quelle valeur attendre de ça? Il y a 2 pans sur ça. Et le premier, je me suis dit, mais comment le visualiser? Il y a une vidéo il n'y a pas longtemps là, de Andrew Ng, Ng, j'arrive jamais à me prononcer. Il a fait un visuel que je trouve assez parlant sur ce qui a été remonté dans la notion de valeur. Déjà, clairement, ce qui a été dit par tout le monde et partagé, c'est le côté, en fait, ça dépend de l'organisation. Le problème et l'opportunité, ça dépend comment on le voit, c'est qu'en fait, quand on réfléchit à qu'est-ce que c'est le métier d'un développeur, c'est un métier, un business qui lui exprime un besoin, il va l'interpréter, coder quelque chose, enfin une sorte de prototype ou livrer du code, etc., avec ses contraintes, et avoir un retour métier. Et du coup, de se dire, en fait, et c'est un peu ce qu'il y a là-dedans, c'est OK, cool d'accélérer à fond une partie, un développeur qui va coder beaucoup plus vite, donc une partie de son métier, mais en fait, du coup, c'est les autres parties qui peuvent poser problème, pas problème, mais du coup qui, en comparaison, en réalité, vont pâtir ou ça va faire étrange. Donc, il y a la partie métier, évidemment, qui est un peu la première, peut-être la plus exposée, mais des fois, un développeur dans certaines organisations, il doit aller checker auprès du design s'il est dans les bonnes réglementations, s'il a été je sais pas, il y a vraiment plein de boîtes qui ont plein de notions de design différentes. Si, par exemple, côté legal, il a bien respecté toute la partie RGPD, si côté marketing, c'est OK, ce qu'il a fait aussi dans certains cas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté, OK, en fait, le gain va dépendre beaucoup de l'organisation et de comment les développeurs sont intégrés dans les projets. Premier gros axe de un peu tout le monde par rapport à ça. Et du coup, l'intuition est que un peu ceux qui vont mieux s'en sortir dans tout ça, c'est les développeurs qui, en fait, ont des notions du reste, ont des notions un peu métiers, vont être capables de challenger certaines choses, ont des notions peut-être de RGPD, des choses comme ça, etc.
La deuxième partie, c'est sur OK, le vrai chiffre, OK, de combien. Honnêtement, on en a lâché plein. Je pense que la conclusion aurait pu ne pas être cette slide, aurait pu être autre chose en disant: «Hey, en fait, on ne sait pas». Parce qu'on entend plein dans tous les sens et bah, un peu comme ce qui a été dit tout à l'heure, faut se rappeler que, bah, selon aussi qui parle et dans son contexte et ben, il va vous donner des chiffres biaisés ou pas. Je me suis basé là, pour, cette slide sur donc j'ai plein de sources si vous voulez, hein, tout est, sourcé. Hem mais une étude de début d'année. Alors, c'était il y a 4-5 mois, voire 6. Donc, c'est déjà l'âge préhistorique au temps de l'IA, 6 mois, mais quand même. Hem, et ce que cette étude nous apprend, ou que les chiffres, donc c'est les pourcentages, c'est comment on les lit, c'est le travail utile. C'est pas juste le code, c'est du travail utile et pas de ressenti. Donc, en analysant les commits. Il y a une énorme différence entre déjà ce qu'on appelle le greenfield et le brownfield. C'est des mots anglais, mais c'est les termes beaucoup utilisés. Le greenfield, c'est, bah, en fait, je veux développer, mais il n'y a pas de code de base, c'est nouveau. Donc ça, c'est les chiffres où souvent, c'est là où les chiffres de productivité sont les plus forts. Le terrain vert, greenfield, 30 à 40 et bah, allez, on y va. Il y a après du coup le brownfield. Le brownfield, c'est j'ai déjà une base de code déjà existante et je veux, OK, maintenant développer avec de l'IA, mais avec du code déjà existant. Et là, en fait, il y a plusieurs notions déjà qui se battent. Déjà, c'est un peu de 2 milieux. Donc en gros, entre 0 et 20 qui disent: «Bah, ça dépend de la qualité de ton code, à quel point il est testé, documenté, et cetera». Ça va s'étendre là. Mais peut-être le point qui est assez intéressant et qui est pas mal reporté est de dire, bah, dans des cas, notamment de COBOL, dont on parle depuis des plombes, ou en fait, dans des cas de langage un peu legacy ou des langages un peu plus rares, on a des gains qui sont négatifs. Donc, presque, on conseillerait de pas trop y aller, de vraiment faire attention par rapport à ça. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a été plusieurs à se mettre d'accord autour de la table, de dire, euh, bah, en réalité, souvent les problèmes de ces langages, même le COBOL, ça n'a jamais été un problème de langage ou de technique, ça a été un problème de couches et de logique métier qu'on a empilé au fil des années et ah, ça marche, on ne touche pas. Mais qui connaît vraiment, qui comprend vraiment, c'est un peu la question. Et en fait, du coup, si on pousse la réflexion juste une étape d'après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, déjà, ça nous a biaisé, ça biaise le choix de l'outil. Parce que, et notamment dans cette étude, elle le chiffre en disant, bah, la corrélation entre tes gains de productivité et ton choix d'outil, elle est 2 fois moins importante que la corrélation entre tes gains de productivité et la propreté de ton code et de tes pratiques de dev. C'est 2 fois plus important que ton choix d'outil. Prends ce que tu veux, consomme à peu près ce que tu veux en termes de tokens, même si c'est un token maxeur, pour reprendre avant. Ce que dit l'étude et cet état, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on peut ressentir aussi, c'est de dire, bah, en fait, c'est le cas classique, c'est le gigot du, dev augmenté à l'IA. Donc le gigot, c'est garbage in, garbage out. Donc c'est, bah, si tu fais n'importe quoi, l'IA, félicitations, t'aidera à faire plus n'importe quoi. Et si tu fais bien, eh ben, ça continuera à faire bien. Et dernier point et dernier chiffre que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est la taille de la fenêtre par rapport à ça. C'est-à-dire que dans des organisations fonctionnelles plutôt saines par rapport à ça, si on prend juste une métrique de SRE classique, qui est le nombre d'incidents suite à une MEP ou des choses comme ça, on a 2 fois moins d'incidents si, avec l'IA, si l'organisation est saine de base et si l'organisation est plutôt qualifiée comme dysfonctionnelle, on peut en avoir 2 fois plus à cause de l'IA aussi. Donc le x4 est hyper intéressant par rapport à ça et je pense que c'est une vraie question un peu sereine et saine à se poser. On a parlé de plusieurs choses, notamment du SDD et de l'importance des specs. On en a beaucoup parlé pendant l'atelier. C'est aussi une importance qu'on va pas montrer là parce que c'est vraiment un pan entier à discuter, l'importance de la spec et de comment écrire une spec, mais c'est plus aussi côté gouvernance et côté souveraineté, parce que ça vous permet d'être agnostique aux outils. Et Gartner, comme souvent, j'aime bien le chiffre, le ROI se trouve beaucoup dans le reskilling. On a une petite question, toujours sans le même lien.
Normalement, la question a changé, Marjorie, si je peux le vérifier. Sur un Slido qu'on voulait vous poser là, avant de passer à la première partie là, aux prochaines parties sur le coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez, vous, différents gains, à combien, si vous deviez estimer les gains du dev augmented l'IA selon vous y êtes, à combien vous allez le mettre? On n'est pas innocent quand on pose la question, notamment parce qu'en fait, là, ce que je vous montre a aussi, ça suscite des réactions. Il y a eu des gens qui étaient vraiment potentiellement très très contre, à dire notamment, non, mais nous, on attend 100% de gain. Donc 100% de gain, c'est je vais produire 2 fois plus. Voilà, il y a vraiment des gens qui imaginaient beaucoup plus, qui reportaient beaucoup plus dans certains cas autour de la table, ce qui dénote un peu d'études, parce que là, les études sont sur les centaines de milliers de développeurs en entreprise dont on parle. Donc, le différentiel est un peu dur. Donc, on voulait voir un peu là, qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, le 10-30 qui gagne, je ne pensais pas, sincèrement. Qu'est-ce qui est Alors, ressorti pendant l'atelier? mais vraiment, on est ressorti de, je ne vais pas les citer, mais du x2, des gains. Alors, on en a un peu parlé aussi, là, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a toute la notion de gain interne et comment on gère les prestats externes, comment on fait par rapport à ça. Et il y a certains gains, des fois, notamment dans les prestats externes, qui pourraient être assez énormes, qui ont été mentionnés. En interne, potentiellement aussi un peu moins. Mais clairement, plus de 50%. J'ai l'impression que beaucoup de gens disaient plus de 50%. C'est pour ça que je suis étonné là de ça. Il y a du Il y a quand aucune même idée, 3% 50, de 100. négatif, hein. Ah, ouais. S'ils veulent en parler, est-ce que c'est du legacy, pas legacy? Est-ce que c'est. Ils pensent. N'hésitez pas, hein, si vous voulez réagir à tout ça ou que le sondage, et levez la main et donnez votre avis ou s'il y a des avis dans le chat. Il n'a aucune 30% de idée. 30, c'est qu'il y a une personne. Ouais, c'est juste ça. Ok, c'est 10 à 30% qui monte, 30 à 50. Il y a Mohamed, Mohamed qui veut réagir. re-Mohamed, vas-y. Oh, Qu'est-ce que tu as c'est juste voté pour et qu'est-ce que tu. stimuler, c'est juste pour stimuler effectivement les discussions et inciter d'autres participants à réagir. Mais il y a un cas d'usage que, par mes contacts directs dans différentes entreprises, y compris dans l'industrie automobile, euh, il y a pas mal de réflexions qui sont quand même engagées depuis quelques années, 2 ans, 2 ans et demi. On commence à avoir des sorties assez riches en informations du Gartner. Là, j'étais en train de parcourir une de leurs récentes publications. Il y a un domaine immédiat que les entreprises veulent explorer, notamment avec l'IA. Au lieu de demander à l'IA de générer du code, on va se servir de l'IA pour générer des plans de test des codes existants. Et là, l'efficacité, enfin les retours terrain des différentes entreprises, c'est que l'efficacité, elle est vraiment bluffante. Autant pour le code généré, on peut s'interroger sur la qualité, sur le côté feignant parfois de l'IA, parce qu'à un moment, elle part en vrille. Enfin bon, bref, il y a un tas de choses à dire autour. Autant sur la rédaction d'un plan de test, je fais avaler l'IA Ouais. tout mon projet développé, je la cadre avec une approche hyper méthodique pour qu'elle génère des plans de test, et je exécute mes plans de test, je suis le pourcentage de couverture du code développé. Ça, c'est quelque chose qui est bluffant. Et donc là, les entreprises regardent de très près cet Ouais. aspect-là. On en a parlé pendant l'atelier, merci de le remonter, parce que c'est vrai que ça a été un sujet aussi, dans le sens où est-ce que ça s'arrêtait, un peu de quoi on parlait, parce que c'est vrai que tu as la partie développement, mais tu fais plein de choses en tant que dev, et c'est ça, notamment la partie test, etc. Et c'est vrai que un des règles qu'on voit un peu général, c'est de dire non, mais en fait, tout ce qui implique du code, c'est ce dont on parle en fait. Que ce soit la partie testing ou autre, ou la partie IAC, la partie même DevOps, etc. En fait, on peut parler de tout ça. Donc, parfait, merci. Et en plus, tu as réussi parce qu'on a Alban, c'est ça? Non, j'ai pas vu le. C'est ça qui veut réagir. On a quelqu'un d'autre? Quelle Oui. entreprise tu viens de présenter et qu'est-ce que tu as voté, si tu veux nous dire? Tu es mute. Tu as la caméra, mais tu es mute. Alban, on ne t'entend pas, Alban. Ouais, faut des mutes. On te voit parler, mais.
Ah, Pardon, j'étais pas sur cette mute, mais j'ai pas dû cliquer correctement, désolé. ah, Oui, c'est donc bon bonjour, là. donc Alban Normandin, je suis responsable de la stratégie de l'innovation IT chez Senpa Assurance et je suis entre autres sponsor de toutes les démarches IA appliquées à l'IT. Et on a Ok. lancé une démarche assez importante là en début d'année de utilisation de l'IA pour les projets. Et je tiens à insister sur le terme projet, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du dev. Et dès le début, ma posture était de dire je ne veux pas qu'on s'arrête au dev et qu'on prenne le cycle projet de bout en bout, depuis l'idéation jusqu'à la mise en production. Et que, en effet, quand on s'arrête au dev, on va voir localement des gains importants, mais qui pourraient être mieux si on prenait les phases amont, où on pouvait améliorer la qualité des entrants, que ce soit de la génération d'US, de la standardisation de documents pour s'assurer que tout le monde produise un certain nombre d'éléments standards, mais également tirer, comme a dit Mohamed juste avant, jusqu'au test et même au-delà quand on réfléchit après au Ouais. déploiement. Avec en Ah, parallèle une réflexion également sur la gestion de la dette, où on voit un vrai gain possible pour des montées de version technique. On se dit que là, l'IA peut nous apporter une analyse de rétro-engineering et d'accompagnement pour des montées de version, et que lorsqu'on a des socles Java, Angular ou autres qui sont anciens, on peut beaucoup plus rapidement et facilement faire évoluer l'application vers des socles up-to-date qu'on ne le faisait avant. Et on peut voir parfois des gains qui peuvent être très importants. Le risque que l'on voit par contre, c'est que souvent ça se limite à l'analyse développement. Et même quand je parle de la montée de version, on prend vraiment la partie dev où on se dit, j'ai fait en 2 jours, j'ai encore eu un écho ce matin, j'ai fait en 2 jours ce qu'on aurait donné à notre centre de service qui nous l'aurait fait en 40 jours s'il nous l'avait chiffré. Oui, mais après, il y a tout l'environnement qu'il faut prendre en compte. Et là, on perd une ouais. grosse partie de la valeur ajoutée temporelle et financière, puisque le reste ne suit pas. Ce qui remonte à ce que vous avez dit plus tôt, hein, quand on parlait du design, du legacy, et tout ce qu'il y avait sur le besoin d'embarquer toute la chaîne. Hyper intéressant. Je pense que tu aurais fait consensus à l'atelier parce que vraiment, bah, c'est pour ça que j'ai introduit, c'est que ça dépend de l'organisation, ça change des choses dans l'organisation. Et j'aime beaucoup ton retour de se dire, en fait, faut pas forcément l'aborder comme un comment je mets mes devs augmentés à l'IA, mais du coup, comment organisationnellement on risque de changer un peu mes process de projet, la manière dont on fait les projets. C'est ça, si je reformule avec mes mots. C'est ça que tu nous dis, Alban, Exactement ça. et assez intéressant. Ouais. Ok, top. Merci. Je pense qu'il y a d'autres gens qui ont prévu aussi de changer la manière dont ils font des projets par rapport à ça, mais ils mentionnaient aussi dans l'atelier le côté documentation. Je ne sais plus quelle entreprise disait, bah, nous, le premier gain qu'on a vu, ça a été sur la génération de doc que les devs galéraient à faire, ils faisaient pas et tout. Ils ont eu des gains directs grâce à ça. Donc, merci Alban. Tu n'as pas d'autres interventions, je vais passer à la prochaine partie, que je vais peut-être passer un petit peu vite pour avoir le temps de passer sur la troisième, euh, hop, qui est la partie outils. Dans les outils, 2 points. En fait, dans les outils, en fait, il y a 2 couches. Le modèle d'IA. Donc, ça, c'est ce dont on parle, les nouveautés toutes les semaines. Opus 4.8, Sonnet 4.6, GPT 5.5, voilà, Devstral par exemple. Et il y a la partie couche haute. Donc ça, c'est tout l'applicatif logiciel qui est au-dessus et qui aide les développeurs. En fait, ce qui fait un peu le lien. Donc là, il y a vraiment toute une logique logicielle qui est par-dessus le modèle. Par exemple, une des fonctionnalités les plus connues, c'est le mode plan, où en fait, dans le mode plan, grosso modo, le modèle n'a accès qu'à des outils de lecture de fichiers, il ne peut pas éditer. Et son objectif dans le mode plan, c'est que tu demandes au modèle d'écrire un plan d'orientation. Tout ça, c'est du code, en fait, c'est pas vraiment le modèle. Donc, il y a ça qui est intéressant. On a très rapidement parlé, je vais passer vraiment vite sur ça parce qu'on est plus intéressé, des 3 catégories d'outils. Historiquement, il y a les IDE augmentés à l'IA, donc les cursors, GitHub Copilot, Windsurf qui est maintenant racheté et qui est plutôt anti-gravity. Voilà, ça c'est historiquement c'était les premiers qui étaient montés. Et maintenant, on voit aussi vraiment, et bah grâce à Claude Code aussi, c'est pour ça qu'on en est là beaucoup tous, on voit vraiment les providers de modèles qui eux aussi se sont mis à développer ces surcouches et l'open source qui suit vraiment, vraiment bien. Ça a été plusieurs à reporter le côté, bah, c'est une vraie option en fait, côté open source par rapport à ça. Et pareil, si vous restez sur le même lien, normalement, il y a une nouvelle question qui s'est posée.
Si vous avez des outils que vous avez utilisés, on aurait bien voulu que vous mettiez les quelques noms, histoire d'avoir un nuage de mots, des outils que vous utilisez, que vous trouvez bien ou autres en entreprise. L'avantage, c'est que ça va nous permettre de voir un peu qu'est-ce qui ressort. Parce qu'on parle beaucoup de Claude Code, qui est un peu le leader, hein, et de tout ça Anthropic, qui est même théoriquement passé en valorisation en termes de revenus, je sais plus, devant OpenAI à cause de ça. Mais est-ce que c'est la réalité concrètement derrière? Pareil Agent. Alors, GitHub Copilot, en gros. GitHub Copilot écrit différemment. Codex, Claude Code. Klein, OK, on a de l'open source aussi. On a Mohamed qui nous Hermès. met Open Code dans le chat. Ouais, Open Code. OK, Antigravity, VS Code, Aude Code, API Albert, Claude, Antigravity, Continue. OK. Carbon Code, j'aimerais bien qu'il existe, mais. Ah, le Carbon Code. OK. Faut vraiment que tu lances ça. Gittim Copilot, Codex Claude Code, OK. Codex. Ah, c'est marrant, vraiment beaucoup de Copilot. On va laisser 2 secondes, le temps que certains finissent d'eux. C'est histoire de voir un peu. Ah, du POC Mistral Code. Ouais. T'en es preneur. Si quelqu'un veut lever la main, même dans le chat ou quoi, on sache qui t'es pour faire ça. Ah, Alban. Alban, c'est encore toi? Non. Et oui, c'est nous qui avons fait un POC Mistral Code au début d'année, qui malheureusement n'a pas été très concluant parce que, pas tant à cause de l'outil qui s'intégrait aux IDE et autres, que la qualité produite par Mistral qui n'était pas au niveau que ce que pouvait produire Claude à travers GitHub Copilot. Donc c'était un peu une approche challengeante qu'on a voulu faire et les équipes n'ont pas été convaincues. Maintenant, il y a eu la sortie du nouveau modèle là, je sais plus si c'était fin avril ou début mai. Et les quelques personnes qui ont continué à garder leur licence Mistral, à faire quelques tests, nous ont montré que le niveau avait quand même nettement augmenté et que potentiellement on arrivait à des niveaux proches de ce que faisait Claude Opus 4.5. Alors on est un peu loin du 4.8 actuel, mais 4.5, si on fait un peu historique, c'est au moment où on a commencé à beaucoup parler de Claude parce que ça a commencé à donner des résultats vraiment notables. OK. Eh ben, hyper intéressant. Merci. Et si on conclut sur cette partie, donc on voit vraiment GitHub Copilot devant. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais essayer de terminer sur la dernière partie de Impact RH et notamment. Donc là, il y a eu 2 sujets qui ont été amenés. Le premier, j'ai pas fait de slide. J'ai juste mis la remarque qui était très bonne et j'avais déjà entendu plusieurs fois. C'est il y a un truc très pratico-pratique qui est en fait le marché de l'emploi est en train de shifter par rapport à ça. Comment on recrute? On est en pleine transition. Bien, tu fais la boucle est bouclée par rapport à notre introduction. Voilà. Est-ce qu'on recrute des gens, c'est un peu ouvert, hein, est-ce qu'on recrute des gens qui savent développer avec l'IA ou pas, etc. Donc il y a une vraie question par rapport à ça. Les réflexions étaient plus de l'ordre de en fait, tant que l'équipe en interne n'a pas vraiment switché et pas bien et un peu mature au niveau des pratiques, il ne faut pas chercher forcément à recruter des gens qui ont des compétences que tu n'as pas, parce qu'en plus, tu ne pourras pas les évaluer, donc un peu le classique. Le dernier point dont je voulais parler, en fait, on l'a mentionné plusieurs fois, même là, dans cette Iagora. On parle souvent de surmenage, de un peu trop, etc. En fait, il faut se rendre compte que les développeurs, c'est un peu le premier pan de métier qui se fait vraiment, entre guillemets, attaquer par l'IA de manière assez mature. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et il y a ce concept d'IA fatigue qui commence à venir et à émerger, qui est la fatigue en fait cognitive, émotionnelle et professionnelle, qui est liée à cet usage de l'IA. Donc, comme il y a marqué, intensif, ambigu, mal cadré. Et en fait, on voit un peu 3 différents types de fatigue. Donc, pour essayer de les nommer, hein, pour essayer d'avancer un peu la réflexion de ça, la fatigue informationnelle, vraiment le côté, aussi nous dans l'Iagora, on en a un peu victime des fois de en fait trop d'outils, trop de modèles, tout le temps, trop de choses. Une fatigue de vérification, ça c'est vraiment l'AI slop. C'est de dire, mais en fait, je sais très bien coder et on me demande d'utiliser l'IA pour coder, mais je passe plus de temps à vérifier qu'à coder ou l'inverse. Enfin voilà, il y a un vrai truc par rapport à ça. Et la fatigue identitaire, les métiers changent beaucoup. Le métier de dev est en train de radicalement changer et
du coup, on se projette moins dans ça. Et pour conclure sur toute cette partie, un dernier sondage, si jamais ça vous parle, de se dire, vous pouvez ranker normalement quel niveau de fatigue, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez ces niveaux de fatigue de manière différente? Il y en a un qui est un peu plus fort que d'autres. Je trouvais ça intéressant parce qu'on essaie de rentrer. Je sais qu'il y a vraiment des études sur ça. J'avais mis le c'est ça qui me fatigue bien. C'est moi Mais tu qui ai t'es rajouté. bâché tout seul. Ouais, je m'étais dit, en fait, moi, peut-être que je fatigue à parler de ça et je laissais, Et c'est je Claude, laissais non? là. C'est Claude qui a Non, mis non, ça, non? non, c'est moi manuellement avec une petite main. Mais je m'étais dit peut-être qu'il y a de l'autocritique aussi de tu nous fatigues avec tes slides. Donc beaucoup d'informationnel. Ok, on se demandait qui ressort très très fort. On vous laisse finir sur ça.